va reprendre chacune de ces phrases, la laisser résonner, et puis sur la base de la respiration, imaginez qu'au moment où l'on expire, eh bien on expire tout ce dont il est question dans cette phrase. Et la première concerne l'amour. Donc, on va faire le souhait, je vous y inviterai, qu'on fait intérieurement, puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. Et à ce moment-là, de manière très simple, on s'imagine que quand on expire, on pourrait dire sous forme d'une lumière blanche, quelque chose de lumineux. On expire ce bonheur, en fait, cela que l'on donne comme pour accompagner ce souhait. Alors, il n'y a pas de naïveté, c'est pas parce qu'on développe ce genre d'imaginaire que les choses vont immédiatement changer à l'extérieur de nous, on ne pense pas ça. Mais par contre, ça change quelque chose intérieurement. C'est-à-dire que petit à petit, on pourrait dire, ça nous conditionne favorablement à quelque chose d'autre, à un développement des qualités. Donc voilà, l'exercice est très simple. Il est question juste de quelques minutes comme ça. Mais encore une fois, ça va nous permettre de développer ces qualités qui font de nous le bon réceptacle pour ensuite pouvoir rentrer dans la pratique. Donc cette première pensée, puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. Et on accompagne cela avec notre expiration. Très simplement. On peut se redire la phrase, bien sûr. La deuxième pensée, illimitée, est celle qui concerne la compassion. Et l'on pense simplement, puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Et on accompagne cela à nouveau par notre expiration. Ensuite, la joie, puissent tous les êtres demeurer dans la joie, libres de toute souffrance. Et ensuite l'équanimité.
puissent tous les êtres demeurer dans la grande équanimité, libres de toute attitude partiale. Voilà, très simplement. Une fois, on aura peut-être l'occasion de développer tout ce qui peut se développer à partir de là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer. Ça, c'est vraiment juste un très très simple aperçu le plus résumé possible de tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'entraînement de l'esprit. Voilà, à partir de là, on va pouvoir s'établir dans la pratique du calme mental. L'intérêt de cet exercice, c'est que immédiatement, alors peut-être pas d'un coup d'un seul encore une fois, mais un peu presque naturellement, on va être amené à se détendre parce qu'on se décentre en fait. On se décentre dans le sens, il y a plus, c'est plus juste nous qui sommes le cœur de la préoccupation. On a ouvert quelque chose, donc quelque chose se détend naturellement. Et il y a une phrase, alors qu'on retrouve dans les textes classiques, alors elle est, on pourrait dire très très directe, et après elle mériterait beaucoup de discussion, mais on ne va pas la voir là, mais qui dit quand on cherche son propre bien, c'est quelque chose qui finalement nous conduit à continuer notre errance dans le cycle des existences. Quand on cherche à s'ouvrir vers le bien d'autrui, c'est en fait cela qui va nous apporter du bonheur et qui va nous permettre d'atteindre l'éveil. Et souvent, on va même... Moi, j'ai souvent entendu Lama Tenzang, donc, qui était mon maître, qui est toujours mon maître en fait, même s'il est décédé. Mais, et il disait, en fait, la différence qui s'établit entre le Dharma, donc la pratique de la voie du Bouddha, la voie vers l'éveil, et ce qui ne l'est pas, c'est en fait juste cette orientation de l'esprit. Est-ce que je suis complètement tourné vers moi-même ou est-ce que j'arrive quand même à me tourner vers autrui? C'est ça qui fera la différence. Plus, bien sûr, que tous les atours, les étiquettes, etc. Donc voilà, c'était juste pour placer ça. Mais petit à petit, on va sentir dans notre pratique que ça a une incidence sur notre pratique du calme mental. Donc là, on va rentrer dans la pratique et toujours avec cette vraiment approche la plus simple qui soit, qui consiste à d'abord poser le corps et l'esprit tels qu'ils sont. Parce qu'en fait, ce tels qu'ils sont, là, de nouveau, ça a une grande incidence parce qu'on apprend à prendre la situation telle qu'elle est, sans chercher à la manipuler, à la modifier, à l'améliorer, sans crainte non plus qu'elle puisse s'endommager. Voilà, juste on prend les choses telles qu'elles sont. C'est un apprentissage, ça ne veut pas dire que systématiquement, voilà, on doit juste tout le temps prendre les choses telles qu'elles sont. Il y a des situations peut-être où il faut réagir immédiatement, c'est possible. Mais disons que là, on est dans un endroit protégé, on est dans une session de méditation, donc on peut se permettre de développer cette attitude intérieure. Attitude intérieure qui mène ensuite à la concentration. La concentration résulte de cela. La concentration, on l'abordera naturellement dès lors que justement quelque chose s'est posé, s'est placé dans un premier temps. Et on revient sans cesse vers soi, vers cette présence du corps, vers cette présence de l'esprit tel qu'il est. Dès que l'on sent que l'on est parti, on revient simplement.
une petite pause. Rappelons-nous que quand on revient à la présence du corps et à la présence de l'esprit, c'est une manière de revenir à la présence tout court. Au départ, c'est présence à quelque chose, évidemment. Mais au bout d'un moment, ça peut devenir simplement la présence. Dans le sens où à quelque chose, c'est encore lié à un objet. Bon, au départ, on aborde un peu naturellement les choses comme ça, parce que c'est comme ça qu'on perçoit les choses, toujours en rapport à l'objet. Mais au bout d'un moment, la présence, c'est la présence. Et c'est pas forcément présence à quelque chose. C'est juste présence. Après, disons, c'est forcément présence parce que ce à quoi on croit être présent au départ est quelque chose de toute façon insaisissable. C'est-à-dire que par exemple, si on voulait être présent à l'instant qui est vécu, cet instant, il est lui-même de toute manière transitoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si on s'en référait, admettons, à un instant, comme si je disais, voilà, je veux être présent à l'instant, eh bien c'est forcément présent à l'instant tel qu'il est, au moment où il se présente. Et c'est pas juste une manière de dire, c'est-à-dire que dans l'expérience, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans l'expérience, il n'y a pas quelque chose qui est l'instant, ça n'existe pas. Il n'y a que présence à ce qui est. Parce que, parce que ce qui est à l'instant même, c'est forcément quelque chose d'autre qui est à l'instant d'après. Et encore quelque chose d'autre à l'instant d'après. Donc on ne peut même pas s'attendre à être présent à quelque chose. Si on pense que tout à coup, être présent à l'instant tel qu'il se présente, c'est être présent à cet instant-là, eh bien c'est toujours présent à cet instant-là. Pas plus qu'à celui-ci ou qu'à celui-là. C'est toujours présent à cet instant-là. Et c'est pour ça que être présent à cet instant-là nous mène petit à petit à la qualité de présence elle-même, étant donné que l'objet, on ne peut pas le saisir. Donc on finit par... Mais on essaye au départ, bien sûr. Mais en fait, en étant en rapport avec l'objet, on se défait de l'objet parce qu'on est juste dans le rapport de la présence à. Et on n'est plus tout à fait dans le rapport à la présence à un instant, vu que cette présence à un instant a déjà disparu l'instant d'après. Donc voilà. Et ça veut pas, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas qu'on doit faire quelque chose, c'est juste pour réouvrir les perspectives. C'est juste ça. Au moment où on médite, on peut se dire, tiens, ah oui, d'accord. C'est juste, on réouvre la perspective, plutôt que de se dire, ah, ça c'est la présence. Ben non, c'est aussi la présence quand c'est pas la présence. Forcément, c'est toujours la présence, en fait. Puis petit à petit, ça nous ouvre à cette sensibilité de cette présence qui se produit là, à l'instant même. Voilà. À partir de là, on peut s'aider du support, tout en gardant cette qualité de présence. Alors là, l'exercice maintenant, c'est comme vous voulez. Soit vous continuez d'explorer cette qualité de présence à cet instant-là, en se rendant compte que c'est toujours présence, finalement. Soit on peut simplifier en revenant, par exemple, au va-et-vient du souffle, qui est une façon de simplifier, mais on aborde le support, le va-et-vient du souffle, avec cette qualité, de la même manière. Parce que sinon, on croit qu'on s'en remet au va-et-vient du souffle, mais le va-et-vient du souffle, c'est dans l'instant même. C'est jamais le va-et-vient du souffle. Parce que sinon, on a l'impression, on revient au va-et-vient du souffle, mais
On ne revient jamais à la respiration. Elle est déjà passée, elle a déjà disparu. Si on voulait revenir à la respiration d'avant, c'est impossible. Imaginons de respirer en arrière. On ne peut pas respirer en arrière. On ne peut pas refaire la respiration. On va méditer.
Une petite pause. Le placement de la conscience sur le support, c'est quelque chose qui va nous permettre de développer Shiné en fait. Shiné, c'est la pacification et c'est l'esprit qui demeure.
mais on demeure encore sur un support. Petit à petit, c'est pour ça que le support n'est pas la méditation. Parce que petit à petit, c'est seule la présence de l'expérience qui est l'expérience. C'est pas l'expérience de quelque chose, en fait. Quand on perçoit un objet, on pourrait dire que c'est une fonction qui bientôt ne nous sera pas réservée, en fait. On peut tout à fait imaginer quelque chose de suffisamment développé technologiquement pour percevoir un objet. C'est déjà le cas. La seule perception de l'objet n'est pas la conscience. Ce qu'est la conscience, c'est d'être la perception. C'est pas l'objet. Le fait d'être en rapport avec un objet, c'est quelque chose qu'on est en fait comme pris par l'objet. Donc on perçoit l'objet. On pourrait dire que pour l'instant, notre qualité d'attention, elle est portée vers l'objet. Donc soit on est distrait, soit on est concentré. Mais c'est toujours l'objet. C'est-à-dire que le va-et-vient du souffle, c'est l'objet. Alors, c'est bien déjà d'être sur un objet plutôt que sur 1000 objets. Mais ça reste un objet. Petit à petit, on peut tout simplement être dans la présence de l'expérience, non pas dans le rapport à l'objet. On est dans l'expérience du rapport à l'objet. On n'est pas dans le rapport à l'objet. Donc je répète juste pour qu'on puisse comprendre, on est dans l'expérience du rapport à l'objet. On n'est pas dans le rapport à l'objet. Il y a une différence très subtile. L'expérience qu'on fait d'habitude, c'est de faire l'expérience du rapport à l'objet. C'est pas d'être dans l'expérience du rapport à l'objet. Du tout. Donc on perçoit quelque chose, beau, pas beau, voilà, on n'aime pas, etc. Encore une fois, tout ça ne va bientôt ne plus du tout nous être réservé. Par contre, ce qui nous est réservé, c'est de faire l'expérience du rapport à l'objet. Ça, c'est très particulier. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience de la conscience. C'est pas l'expérience de l'objet. C'est pas la conscience qui a conscience de, c'est la conscience qui est consciente d'elle-même. En tibétain, on appelle ça rangrik. Je ne vais pas vous expliquer maintenant. C'est tout simplement des indications pour... C'est pas une élucubration mentale. C'est juste revenir à l'expérience, tout simplement. Revenir à l'expérience, on pourrait dire l'expérience de moi qui suis conscient de quelque chose. Mais revenir à l'expérience, quelle qu'elle soit. Il se trouve que je suis conscient éventuellement du va-et-vient du souffle, on pourrait dire, je tiens mon objet, mais je peux être dans l'expérience de moi tenant l'objet, et non pas en train d'essayer de tenir l'objet. En fait, c'est comme revenir à quelque chose de plus intime. Il y a toujours, on pourrait dire, il y a toujours quelqu'un qui perçoit l'objet. Pour essayer de comprendre, on s'intéresse plus à ce quelqu'un qui perçoit l'objet qu'à l'objet. Qui est en train de faire l'expérience de l'objet? On revient dans qui est en train de faire l'expérience de l'objet. Et en fait, c'est nous. On est toujours l'expérience. Il n'y a jamais d'expérience hors de nous. C'est ce qu'on pourrait appeler une ultime singularité, en fait. La singularité, c'est pas du tout de percevoir un objet. Ça, c'est presque ordinaire. C'est très bien. On peut être très fort dans la perception de l'objet. Mais on peut être très éloigné de la possibilité d'être présent à la conscience qui perçoit l'objet. D'être juste la conscience. Mais encore une fois, c'est pas pour compliquer. C'est juste pour tout d'abord rester dans cette présence à l'égard du support,
Et puis tout simplement, petit à petit et progressivement, et pas toujours, et quand c'est le moment, tout à coup être présent à la présence de la conscience posée sur l'objet. On revient juste à l'expérience de ça. On n'est pas en train d'essayer d'être sur le va-et-vient du souffle, on est l'expérience de celui-là même qui essaye quelque chose. Mais voilà, mais en fait, c'est à la fois tout simple et puis très compliqué parce que bon, voilà, on peut se perdre là-dedans. Le but, c'est pas de se perdre. Le but, c'est d'inviter, essayer d'entendre ces mots comme juste une invitation à revenir vraiment à l'expérience. Juste une invitation. C'est pas, faut pas réussir quelque chose. Pas de problème. Oui. Est-ce que c'est un peu comme d'être conscient qu'on regarde un film quand on regarde un film, plutôt que d'être dans le... ou c'est pas du tout la même... Non, parce que être conscient qu'on regarde un film, c'est encore conscient de quelque chose. Ok. Mais c'est déjà très bien. Si on est déjà conscient qu'on est en train de faire quelque chose, ça c'est ce qu'on appelle Sheshin en tibétain. Sheshin, c'est le fait d'avoir une présence à soi. Ça c'est Sheshin. C'est pour ça qu'on parle de Shine. Shine, c'est quand on parle de calme mental, en fait, on parle de Tenshe. Tenshe, ça veut dire Tenpa et Sheshin. Tenpa, on se rappelle qu'on a un support. Donc ça, déjà, c'est très bien. C'est-à-dire, on n'est pas en train de vagabonder 15 milliards d'endroits. On reste sur le support, ça ne se gêne pas. Sheshin, c'est la conscience qu'on est dessus ou qu'on n'est pas dessus. Et ça, c'est Sheshin. C'est le fait de savoir, on se sait faisant. Et c'est très important, parce que si on se sait faisant, ça veut dire qu'on est déjà conscient qu'on est présent ou conscient qu'on n'est pas présent. Ça, c'est déjà très bien. C'est-à-dire que la plupart du temps, on n'est même pas là-dedans. Là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on on est l'expérience, on est juste l'expérience, juste l'expérience de ça. Il y a plus d'objet en fait. Bon, tout ça, malgré tout, reste théorique dans mes mots. Mais c'est juste s'inviter, on peut s'inviter soi-même à faire cette expérience. Mais elle est toujours possible en fait, vu qu'on est toujours l'expérience, on n'est jamais autre chose que l'expérience. Nous, on est persuadé qu'on fait l'expérience de l'objet. Par exemple, on est toujours persuadé qu'on fait l'expérience des objets. On fait l'expérience d'un son, on fait l'expérience d'une... Mais en fait, c'est l'expérience. On croit que l'objet est l'expérience. Non, l'expérience, c'est ça. C'est pas l'expérience de, c'est ça. Toujours. Et après, on pourrait dire, c'est pour ça que je parle d'invitation, parce que c'est comme si on s'invitait à rester présent avec ça. Oui, Anne? Est-ce que il y a toujours cette image dans le bouddhisme où on parle de l'océan Mhm. et des vagues. Oui. Et quand tu parles de la conscience Mhm. et de la perception des objets ou des phénomènes, Mhm. en fait, je m'imagine que la conscience, c'est l'océan qui Mhm. contient tout, et que les vagues, c'est tous les phénomènes qu'on perçoit. Est-ce que c'est juste? Non. Non. Et tu peux répéter la Oui, question? bien sûr. La question de Anne, c'est une question intéressante qui porte sur cette fameuse image de l'océan qui représente le calme mental, etc. Et donc la question, c'est est-ce que finalement la conscience, c'est justement cet océan, donc tout, et les vagues, les phénomènes. Hein. C'est comme ça que tu l'as posé, je crois, Anne. Hein, c'est ça, Anne? Plus ou moins? Tu peux repréciser, hein? Ben, en fait, je vois l'océan comme une dimension illimitée Mhm. qui serait plus en rapport avec la nature de l'esprit, Mhm. et les vagues comme des phénomènes interdépendants Mhm. qui se manifestent et qui sont eux ceux qui se manifestent dans la laya
enfin, dans cet océan. Peut-être que maintenant, j'utilise pas les bons termes. Non, 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 non. Non, c'est simplement, Anne essaie de préciser pour elle-même, et puis c'est une tentative importante, c'est-à-dire d'essayer de voir un peu donc cet océan qui serait la conscience, donc tu parles d'Alaya, donc comme conscience de base de tout, comme quelque chose de très illimité, et donc les vagues comme des phénomènes. Bien sûr, on peut le voir comme ça, mais en fait, on trouvera des indications très précises sur le fait que si tu observes, et c'est pour ça que souvent, je me rappelle Lama Tongzong qui, à un moment donné, il coupait court à tout ça, il disait juste, observe l'essence de la pensée. C'était juste son instruction. Et en fait, en disant ça, évidemment, tu te retrouves face à une énigme. Tu te dis, mais c'est quoi l'essence de la pensée, c'est l'expérience, c'est pas autre chose. Tu peux pas regarder autre chose, il n'y a pas d'autre objet. Il n'y a plus d'autre objet. Donc, si tu reprends maintenant l'idée de l'océan avec les vagues, si on regarde dans la nature, dans les textes on trouve ça, si on regarde dans la nature de la vague, c'est la nature de l'océan. Il n'y a aucune différence. Aucune. C'est pour ça qu'on pousse l'image plus loin et on va dire la vague procède de l'océan. Elle se résorbe dans l'océan. Pour qu'elle puisse se résorber dans l'océan, il faut qu'elle ait la même nature. Sinon, elle ne peut pas se résorber dedans. Sinon, on aurait un empilement de vagues à la surface de l'océan. On ne saurait plus quoi faire des vagues. C'est impossible. Mais c'est des images très très simples. C'est des images extrêmement profondes. Déjà de se poser ce genre de questions, c'est très bien. C'est très bien. C'est pas pour se faire des nœuds dans le cerveau. Le but, c'est pas ça. C'est juste, encore une fois, c'est pour ça que j'utilise le terme d'invitation. C'est juste des invitations. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir... Moi, j'ai pas la réponse. Le but, c'est pas d'avoir la réponse maintenant. C'est juste de s'inviter à faire l'expérience. Juste d'être présent sur le support et d'être présent à la présence. Simplement ça. Parce que quand on est présent à la présence, on est aussi présent à l'absence. Parce que tout est l'expérience. Il n'y a rien qui n'est pas l'expérience. Au départ, on croit qu'il y a quelque chose qui est l'expérience, quelque chose qui n'est pas l'expérience. Du genre, on est sur le support, c'est la méditation, on n'est pas sur le support. Oui, évidemment, si le but c'est d'être sur le support, quand on n'y est pas, on n'y est pas. On est d'accord. Mais après, petit à petit, on peut déplacer, on pourrait dire, l'objet de l'expérience. Il n'y a plus d'objet, mais on peut déplacer l'attention. L'attention, elle est plus être sur le support ou pas être sur le support. L'attention, elle est à l'égard de l'expérience. Oui. J'ai senti, à un moment, j'avais des pensées. Mm-hmm. Et quand je ne suis pas en train de méditer, c'est moi les pensées. Oui. Je suis en train de vivre les pensées. Oui, tu es les pensées. À ce moment-là que je suis en train de méditer, j'ai eu des pensées. Oui. Mais j'ai pu être séparée de ces pensées. Et je voyais les pensées qui étaient là. Tout à fait. Mais moi, j'étais dans une autre dimension. Oui. Donc, je ne contrôlais pas les pensées, elles passaient. Ok. Mais je sais que dans une autre occasion, je serais en train bien sûr. d'exister dans ces bien sûr, bien sûr. Donc, c'est un peu comme être derrière une vitre. Oui. Oui. Et rappelle-moi ton prénom encore une fois. Yoselin. Hein? Oui, c'est Yoselin qui dit, en méditant, tout à coup, je répète la question parce qu'on n'entend pas forcément sur YouTube, sur Zoom, en disant, en fait, à un moment donné, Yoselin dit, j'ai eu l'impression de voir les pensées comme s'il y a moi et les pensées. Donc, alors que d'habitude, en ne méditant pas, je suis les pensées. Tout à fait. Et un peu comme tu dis, comme si tu étais derrière une vitre et que tu vois quelque chose. Ça, c'est déjà très bien. C'est pour ça que dans la pratique de Shiné, on va parler des 3 étapes de réussite de Shiné. Et la première étape, c'est on utilise 3 images. C'est bien de les connaître. La première image, c'est le torrent dans la montagne. Donc il y a un torrent. Et c'est déjà très très bien de ne pas être dans le torrent. Parce
que quand on est dans le torrent, on est dans le torrent. C'est pour ça que quand on commence à méditer, on a l'impression que c'est très agité. C'est pas très agité, c'est juste qu'on ne voyait pas avant. C'est tout. Mais en fait, le torrent est là tout le temps. Vraiment, si on commence à observer le mouvement de l'esprit, on utilise dans ce cas-là esprit au sens très très large. Et si on observe, il y a une foule de choses, tout le temps une foule de choses. Ça, c'est le torrent. Première étape. Deuxième étape, c'est la rivière. Donc c'est la rivière dans la plaine. Donc c'est une rivière qui se déplace tranquille. Pourquoi? Ça veut dire que le flot a commencé à ralentir. Mais on est toujours à l'extérieur. Si on est dans la rivière, on n'est pas dans cette qualité d'observation. On n'est pas dans Chenpa Sheshin, c'est-à-dire qualité d'attention vigilante, pour le faire simple. On est pris par le mouvement, on n'est pas dans la qualité d'attention vigilante. La troisième étape, c'est l'océan, calme. Ça ne bouge plus. Lama Tongzong précisait toujours, l'océan calme en plein jour, pas en pleine nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lucidité. Et ça, c'est à partir du moment où il y a déjà ça, là, on peut commencer à, on pourrait dire, rentrer dans l'observation de cela qui est calme. Et cela qui est calme, c'est pas autre chose que nous-mêmes. En fait, ça peut pas être un objet autre que soi. C'est pas un objet autre que la conscience. Mais c'est déjà très bien, parce que tout à coup, à un moment, et très naturellement, à un moment donné, Yoselin, à un moment donné, oui, il va falloir s'intéresser à qui regarde, naturellement. Je sentais comme si, en général, soit je suis inconsciente, soit je suis consciente. Mhm. À ce moment, je peux être les deux maintenant. Oui, exactement. Oui, à ce moment-là, on peut être les deux. Tout à fait. Là, on fait vivre le guetteur, l'observateur. Et c'est très important. C'est pour ça que dans les instructions, on en parle aussi. C'est une étape importante. L'autre jour, je crois que c'est la dernière session, j'utilisais cette très très belle image qui est le berger qui mais totalement nul parce qu'il ne sait pas du tout faire son boulot de berger, mais il est très intéressant pour les yogis. Pourquoi? Parce que justement, lui, il ne sait pas ramener les yaks ou les vaches, mais il les regarde. Mais en fait, il exprime l'image de la non-contrainte. C'est-à-dire il est complètement attentif au mouvement. Alors il est nul parce que les vaches, elles vont aller de tous les côtés, etc. Mais par contre, pour le yogi, c'est génial parce qu'il est complètement sans a priori. Il regarde le mouvement. Et il est totalement vigilant. Les oiseaux de Karmapa. Et pareil, oui, c'est toutes ces images qui sont très très utiles. Oui, c'est vrai que Karmapa, c'était magnifique. Il disait, c'est comme it's like bird watching. Et c'était volontairement énigmatique, parce que bird watching, c'est voir les oiseaux, mais qui est le bird watcher? Qui est celui qui regarde, en fait? Donc, c'est pour ça que on sera toujours... C'est juste que j'essaye de... Encore une fois, c'est une invitation, juste ouvrir. Après, de toute façon, on médite. Puis après l'expérience, voilà, de toute façon, elle est ce qu'elle est. On médite encore, ok?
Voilà, on va arrêter là notre exploration, mais c'est pas qu'on arrête d'explorer, bien sûr. Et pour nous donner l'occasion d'explorer. Ah, je vois qu'il y a Francis qui pose une question sur le chat. Qu'est-ce que ça veut dire en plein jour, tu nous demandes, Francis? Eh bien, en tout cas, pour autant que je comprenne ce que Lama Tongzong voulait dire, mais c'est vrai, il l'a souvent utilisé, cette image. L'océan en plein jour, à la différence d'un océan en pleine nuit, un océan en pleine nuit, on n'est pas conscient de son calme, on pourrait dire. Un océan en plein jour, ça veut dire qu'on est parfaitement là, présent au calme. Donc on doit avoir à ce moment-là, dans cette phase, dans cette qualité de présence lucide à l'égard de l'expérience. Mais c'est pour ça qu'ensuite, on peut être plus que dans l'expérience. On n'a pas besoin d'être dans la lucidité à l'égard de l'expérience. Mais par contre, cette capacité ou cette qualité de lucidité est importante. Pourquoi? Parce que l'image de l'océan dans l'obscurité, en tibétain on appelle ça naktome. Et naktome, ça veut dire, en fait, c'est souvent, pour donner une image, c'est le phénomène d'hibernation. Dans un phénomène d'hibernation, propre aux marmottes et autres animaux de ce type, c'est un état où il n'y a pas de lucidité. C'est un état de calme, parce que c'est très calme, mais c'est pas lucide. C'est pour ça qu'on utilise le terme naktome pour dire que voilà, il y a une différence importante. Naktome, c'est vraiment juste sombre, mais c'est calme. C'est comme quand on dort comme une enclume. Moi, j'ai tendance à dormir comme une enclume. Il n'y a pas beaucoup de lucidité, malheureusement. Mais c'est comme ça, quoi. Mais voilà, c'est un sommeil profond, mais c'est un sommeil non lucide. C'est vraiment, il ne se passe rien, quoi. Voilà, il y a des gens qui se passent beaucoup de choses. Moi, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, de toute façon, c'est comme ça. On ne choisit pas. Mais c'est juste pour donner une image de l'expérience. L'expérience de la lucidité, mais la lucidité, c'est pas de l'agitation non plus. C'est différent. Ça veut dire que voilà. Bon, après, tout ça est fin. Hein. C'est là, on essaie de mettre des mots sur ces expériences. Mais voilà. Donc voilà, en espérant avoir répondu à ta question, Francis. Mais après, je pourrais aussi alors un peu botter en touche, mais pas vraiment, en disant observe, c'est-à-dire observe le calme dans l'obscurité ou le calme en pleine lumière, parce que ça veut dire quelque chose aussi dans notre expérience, évidemment. Mais je voulais terminer juste sur une indication qui, à mon avis, peut être importante. C'est-à-dire que on a tendance, je suis le premier d'ailleurs, à utiliser les pensées en disant les pensées discursives. Mais en fait, les pensées ne sont pas par nature discursives, elles le deviennent. Si la pensée est juste comme expérience, si elle est vécue comme expérience, elle n'est pas discursive. Quand on médite, on se rend compte que la pensée est discursive dès qu'elle discute. Mais pour qu'elle discute, il faut qu'elle soit rendue à son état d'objet. Faut qu'on la perde comme expérience. Elle devient un objet, donc elle devient discursive. Tant qu'elle est expérience, elle n'est pas discursive, elle ne peut pas devenir discursive. C'est pour ça que souvent, on va dire, et ça me semble maintenant assez clair, toujours Lama Tongzong, il disait tout simplement, à partir du moment où on est présent, il n'y a pas de pensée. C'est une façon de l'exprimer. C'est-à-dire pourquoi? Parce que quand on est présent, il n'y a pas de discursivité, en fait. La discursivité, elle est que quand la pensée, elle est dans son domaine discursif. Mais si elle est observée dans ce qu'elle est, dans sa nature, si on est dans l'expérience de ce qu'elle est, elle ne peut pas être discursive. Bon, alors voilà, ça c'est un peu l'énigme pour se dire, tiens, explorons, quoi. Hein. Comme toujours, toutes ces instructions, de toute façon, toute la pratique méditative a pour but de vérifier les instructions. Et les instructions, elles n'ont pas pour but de nous dire, point, c'est comme ça. Par contre, elles sont très importantes parce qu'elles nous guident d'une manière très certaine, très sûre
sur le chemin. Mais après, nous, il faut qu'on fasse. Par exemple, je viens de dire ça, bon, la pensée, elle n'est pas discursive dans sa nature. Il n'y a pas deux pensées discursives et des pensées non discursives. Ben ça, c'est à observer. Est-ce que l'on voit tout à coup la pensée devenir discursive ou cesser d'être discursive? Ben ça, c'est une expérience qu'on peut faire. Ok. Voilà, merci beaucoup pour votre présence, pour cette pratique. En plus, vous êtes quasi tous restés online alors que ça a duré un peu longtemps. Alors, Blanche qui dit « moi sans doute », absolument, moi sans doute, tu as tout à fait raison. Et c'est la nature de l'expérience, c'est d'aller voir le « moi sans doute ». Mais non, c'était les devoirs de vacances. J'ai répondu à Dominique, il disait c'est les devoirs de vacances et j'ai dit Ah oui, ouais, sans doute. ah, d'accord, absolument. Tu vois, là, j'étais très discursif. Absolument, c'est les devoirs de vacances, oui. C'est les devoirs de vacances. Et du coup, oui, je vous rappelle que ben, pour la séance de lundi soir, c'est la dernière séance avant la pause d'été. Mais peut-être que quand même, vu qu'on adore méditer ensemble, il y aura peut-être quand même une petite rallonge. On verra comment, s'il y a une rallonge, s'il n'y a pas une rallonge. Mais peut-être que... Bref. Mais disons qu'officiellement, on va dire, à moins qu'on s'arrange autrement, c'est la dernière séance avant la pause d'été et on se retrouve ensuite le 2 septembre. Ça, c'est le retour. Voilà. Mais c'est Yasmine l'autre jour tu disais oh non mais bref quoi voilà, c'est vrai que c'est bien d'expérimenter ensemble, mais vous avez toute la latitude pour expérimenter de toute manière. On va faire une dédicace pour conclure quand même, et puis on sent l'importance de cette dédicace parce que tout ça est très riche et donc c'est vraiment une vertu parce qu'on met de la clarté et de la lumière sur beaucoup d'obscurité, donc ça a vraiment beaucoup de sens. Donc on peut vraiment largement dédier toute cette vertu pour tous les êtres. Puisse cela devenir la cause même de la lucidité et que chacun peut développer. Sonam diye tam chezin pane tam nenye pedanam pamjane kegana che balab topai nye tole doa dorai. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci. Et puis, bel été. Et sinon, il y a quand même encore une séance. Hein. C'est mercredi. C'est ce mercredi. Et Il y a un pique-nique. Ouais, c'est pique-nique. Et donc, Chenrezig court et pique-nique, en fonction de la météo, évidemment. Et ça, on vous tient au courant au dernier moment sur le groupe WhatsApp pour vous dire où, comment. OK ? Alors, bonne soirée et prenez bien soin. Marc, j'espère à bientôt qu'il y aura un peu de rap cet été. Ce serait trop bien. Oui, on va voir comment on peut organiser du rap. C'est joli, c'est Antoine qui est le spécialiste des jeux de mots, il dit du chérab. Et chérab, ça veut dire de la sagesse. Ouh, ça c'est très fort, Antoine, il est en forme ce soir. Ok. À bientôt, bonne soirée. Bientôt, merci. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.